votre dernière impression sur les 3 jours? Ah ben, une impression excellente pour les congrès, pour les personnes et puis pour les villes qu'on a connues, El Jadida, et puis là, les sites, les remparts, tout, la rivière, impressionnant. C'est pour la première fois que vous êtes ici? Ici, oui. La première? À El Jadida, oui, mais pas au Maroc. Comment vous avez trouvé Azemmour et la queue d'Azemmour? Ah ben c'était super ici, c'est vraiment l'endroit. Il faut revenir tranquillement et voir ça vraiment en profondeur. Ouais, c'est très chouette. Merci bien, vous êtes espagnol? Oui, merci. Merci bien. Sur la clôture du symposium. Symposium très intéressant et les échanges montraient que les problématiques autour des plantes médicinales ici sont finalement relativement proches de celles de la France. Et comment vous avez trouvé l'accueil de la ville d'Azemmour? Particulièrement agréable et c'est vraiment un très très bel endroit, c'est assez extraordinaire. Merci bien. Vous comptez revenir? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Je connais très Comme mal le Maroc comme touriste. Ou scientifique? Un peu les deux en même temps. Hein. Oui, d'accord, Merci bien. Quelle est votre impression sur la clôture du symposium? Le symposium en général était un symposium réussi. La barre d'organisation des séminaires, des symposiums est vraiment placée très très haut. Sur tous les plans, sur le plan scientifique, par la qualité des conférences, des conférenciers qui ont donné, la qualité des doctorants qui ont donné des communications de haut niveau, de très bon niveau, je dirais pas haut niveau, de très bon niveau. Et puis la qualité de l'organisation. La qualité de l'organisation est superbe. J'ai organisé des congrès, j'ai organisé des rencontres et là, vraiment, j'en suis fier et je rends hommage à toute l'équipe qui a veillé à l'organisation de ce symposium et surtout à l'organisation de cette sortie. Sur l'accueil de Azemmour, je la découvre. Je suis venu souvent, pas mal de fois, à El Jadida et j'ignorais cette ville. Et j'ignorais la population de cette ville et tout le patrimoine dont elle recèle. Vraiment, je suis redevable à mes amis qui ont organisé cette sortie à Azemmour et je les remercie pour... Comment on dit en arabe? ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسك. كنقولها ونكررها ونعاودها. الله يعطيكم الصحة. تبارك الله عليكم في l'organisation. Et cette organisation de cette sortie était le gâteau sur la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau. Merci infiniment. Merci à vous. La presse, les élus, le Pacha, le caïd, les gens des autorités. Moi, je m'appelle Aboul Kassem Chebri. C'est comme ça en arabe. Je suis archéologue et je suis directeur du centre d'études et de recherche sur le patrimoine maroco-lusitanie, c'est-à-dire maroco-portugais. C'est un centre qui dépend du ministère de la Culture et qui se trouve à El Jadida, il n'est pas à Rabat. Donc dans un cadre de décentralisation des services du ministère de la Culture qui s'occupe d'un patrimoine particulier. Donc notre centre du patrimoine maroco-portugais, il est à El Jadida parce que nous avons Azemmour, El Jadida, Agouche, Safit, tout ça c'est du patrimoine maroco-portugais. Comme nous en avons d'autres centres, Awal Zazat pour l'architecture de terre, Arissani pour l'histoire du Maroc alaouite, de la dynastie alaouite, la dynastie régnante, et à Agadir des gravures rupestres et à Chaouen de la musique andalouse, parce que le nord c'est la musique andalouse. Et donc notre centre s'occupe de tout le patrimoine maroco-portugais au Maroc, aussi bien matériel que immatériel, à travers tout le Maroc, et aussi le patrimoine maroco-islamique au Portugal là-bas. Parce que nous avons des mosquées, nous avons des châteaux, Al-Mouhada et Al-Mouravid au Portugal. Eh bien, je suis ravi d'être parmi vous. J'atterris directement de Rabat, où j'étais à un congrès à l'ICESCO, avec mon ministre de la Culture aussi. Et donc j'ai tenu à être parmi vous, ça me fait plaisir, parce que ça fait partie de Sadaqa Jariya, du militantisme patrimonial, ce que j'appelle le militantisme patrimonial, et surtout que lorsque nous avons un pacha comme le pacha d'aujourd'hui, et des autres autorités qui sont animées, les élus aussi, des élus qui sont très animés pour la mise en valeur de ce patrimoine. Et donc nous sommes en train de faire, on s'investit corps et âme, on fait main et pied pour que Azemmour sorte de son marasme, de sa pauvreté, de sa peine de la disette, pour redevenir comme elle a été auparavant. Azemmour, donc j'enseigne directement, Azemmour c'est l'une
pas uniquement l'une des plus anciennes cités, les plus anciennes villes du Maroc, mais l'une des plus anciennes cités. Alors quand on dit cité, au sens grec, c'est comme une cité-État. Il y a la ville, il y a la cité. La cité, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus noble, c'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus civilisé, entre guillemets, qu'une ville normale. Il y a beaucoup de villes dans le monde, il y a peu de cités dans le monde, il faut le dire. Il n'y a pas toutes les villes qui sont comme Florence, comme Fès. Et donc Azmour, c'était une cité avec toutes les lettres de noblesse de ce que veut dire la ville, la cité. C'est comme à l'époque de la civilisation grecque. C'est l'une des cités dont on ignore la fondation. Ce n'est pas une fondation impériale, ce n'est pas une fondation d'un roi, pour qu'on sache, comme Marrakech, comme Fès, quand elle a commencé sa vie. Mais donc, ça fait partie donc, du mystère de ces villes légendaires qui se trouvent partout dans le monde, qui sont les plus anciennes villes de la planète, comme Jarash, Jéricho, comme beaucoup de villes dans le monde, comme Mésopotamie. Et donc, en ce moment-là, on avait Azmour ici, comme on avait d'autres. Vous avez votre attention, s'il vous plaît. Donc, on a au bastion et ce chemin de ronde parce que c'est là le pari de tous ces travaux de restauration, de réhabilitation, de récupération et de mise en valeur du patrimoine d'Azmour. C'est là, pour monter aujourd'hui, il y a 80 ans, personne ne pouvait monter ici. C'était complètement fermé, c'était complètement interdit parce que là, tout ce chemin de ronde était plein d'arbustes, d'arbres sauvages, de figuiers sauvages, et de figuiers de barbarie, de Hindiya. C'était complètement fermé, impraticable et personne ne pouvait monter. Il y avait que les serpents qui circulaient là sur ce chemin de ronde. À travers ce chemin de ronde, nous comptons changer l'image d'Azmour, économiquement parlant. Donc on va ouvrir ce chemin de ronde sur 3 côtés de la muraille, parce que vous avez la 4e muraille, c'est une falaise sur le fleuve, on n'a pas de passage, mais sur les 3 côtés, les 2 côtés de la largeur, 160 x 160, et ici, vous m'entendez pas bien? Au projet culturel, galerie d'exposition, mais d'autres peuvent servir à des expositions. C'est à vous passer. Tu vas ouvrir un ça payer des impôts, tu vas rendre le lieu propre, et bien sûr, on va se mettre à une petite galerie d'exposition. Klaar, Comme vous le savez, les médinas anciennes au Maroc, partout, il y avait les remparts et il y avait les portes. Ces portes-là, on les fermait le soir, coucher de soleil, il fallait les fermer. Du point de vue défensif, sécuritaire, il fallait les fermer. Pour saler. Donc, à Bab el-Makhzen, on était là-bas sur Bab el-Fougani, et de l'autre côté, il y a Bab Sidi, et nous avons 2 portes qui mènent sur le fleuve. On appelle Bab el-Oued, l'Oued c'est la rivière, Bab el-Oued el-Medina, qui est en face de nous, sur le fleuve, et de l'autre côté de la Kasbah, c'est Bab el-Oued al-Qasbah. Là, le pont, vous allez voir le chemin de ronde, il était complètement détruit. On ne pouvait pas passer, donc on a terminé ça à sa destruction, et on l'a reconstruit, et on l'a refait neuf. Et là, vous pouvez admirer la nature des portes marocaines avec là, plein de cintres, parfois plein de cintres repassés. Et ça, c'est pas les portes de Fès. Fès, ils sont cachés avec le fer à cheval. Mais il y a un problème d'affectement des portes. Ici, Azmour, qui a été placé sous le titre Estebanico. Alors, Estebanico, c'est ce monsieur que vous voyez là, il est stylisé par les peintres. Estebanico, c'est un nom espagnol, diminutif de Stéphane, c'est un nom italien, et Mustafa en arabe.
Donc Esteban c'était pas. Donc il est d'Azmour, ce monsieur-là, un jeune d'Azmour qui a été kidnappé par les Portugais vers 1521-22. Il a été vendu sur le marché espagnol en tant qu'esclave. Et donc de là, il va galérer avec les galériens, les esclaves qui vont la ruer vers l'Amérique, les Indiens d'Amérique du Sud. La première expédition, il s'est exterminé totalement. Il n'en restait que 4 personnes, parmi eux le monsieur-là, avec 3 autres nobles européens. Parmi ces 3 autres européens, il y avait le monsieur, Dieu merci, qui était le narrateur de cette expédition. Cabeza de vaca, Ras el Begra. On appelle de vache. Cabeza de vaca, en espagnol, c'est head of the cow. Yeah. Alors, la deuxième expédition, il sera envoyé par le roi du Mexique, c'est un espagnol, le roi du Mexico, pour découvrir le fameux Eldorado qu'ils n'ont pas en cherché les Européens, pour des rivières qui coulaient au nord. Et là, il va mourir en principe vers 1539, mais après avoir découvert pour la première fois avec cette expédition des Européens, les côtes qu'on ignorait à l'époque, qu'on n'avait pas encore découvert, sont les côtes des actuels USA. Donc parce que les Européens avaient découvert l'Amérique centrale, du Sud, mais ils n'étaient pas encore arrivés dans l'Amérique du Nord, donc les États-Unis et le Canada. Et le monsieur là, Mustafa de Zmour, il va tomber sur Floride. Et de là, ils vont faire toute la côte de l'Amérique d'aujourd'hui jusqu'au Texas et l'Arizona, je crois. Et donc c'est là où il a été trahi par l'un de ses accompagnateurs. De ses accompagnateurs. On n'a pas un Shaoul, on n'a pas un Fès, on n'a pas un Knez, on n'a pas un Marrakech. Donc c'est un style d'Azmour. Vous avez généralement la porte avec le linton qui est souvent en bois ou en plâtre, mais qui est bien décoré. Et en haut, vous avez le tableau. On appelle la fenêtre aveugle, ça veut dire une fenêtre qui est tracée mais qui n'est pas ouverte. C'est pour cela qu'on appelle une fenêtre aveugle. Donc les deux fenêtres avec les arcs qu'on retrouve beaucoup dans les mosquées, donc c'est déjà un cachet islamique, inscrit dans le lambrequin ou bien dans ce qu'on appelle un arc au lambrequin, c'est déjà tracé sur les matériaux, bien en accolade, ça dépend. Mais là, donc vous avez ces deux fenêtres pouvaient être peut-être ouvertes complètement. Mais quand, par exemple, vous avez cette porte sur ce coin de la rue, ou bien sur ce coin-là, vous allez remarquer que les fenêtres, il y a une petite ouverture de 5 cm. Ça permet de guetter l'espace, de scruter l'espace et de contrôler les passants. Parce que pourquoi nous avons ce dédale de rue et ruelle? C'est pour 2 raisons. D'abord, il fait chaud, donc ça crée de la fraîcheur. Quand on met des rues, des ruelles, et on met le sabbat, ce qu'on appelle sabbat, la couverture sur la rue. Et secondo, vous avez 3 critères en principe. Le deuxième, c'est qu'on est un pays conservateur, donc il faut de l'intimité. Et terzo, c'est la sécurité. Donc nous, en tant qu'étrangers en la Médina, on rentre, on sera perdu, on va regarder à droite, à gauche, etc. On va tomber sur une impasse, puis après on va revenir. Et donc là, vous allez remarquer dans des gens, sur leur porte, ils ont une petite ouverture pour regarder tous ceux qui passent. C'est le principe d'explorer. Là, c'est les Portugais. Quand ils ont occupé Azmour en 1513, ils vont quitter rapidement en 1541, chassés par les Saadiens, les Marocains. Donc ils sont partis de la tour de la capitainerie, là où on est. Ils ont fait le mur ici, et là ils ont fait la porte. La porte, elle n'allait pas tout droit, elle était fermée, ils tournaient à gauche pour verser sur la capitainerie, c'est-à-dire le quartier général de la garnison portugaise. Et même si elles sont à l'intérieur de la Médina, déjà fortifiée, ils ont mis cette porte défensive avec la herse, avec la chicane, c'est-à-dire un espace coudé. Et là, il y avait une canonnière dans la boutique, il est masqué par la boutique, une partie est là, de la canonnière, et vous aurez des canonnières qui regardent de l'autre côté. Et donc la porte est carrée, et le mur de chambre, le pisé, très bien, taille pas portugais, ils ont construit qui descend jusqu'à Madrid pour limiter ce qu'on appelle la talio des Portugais, c'est la garnison, c'est la partie, un carré, où ils pouvaient se défendre facilement, en laissant le reste de la Médina pour des champs agricoles, et pour laisser vivre les Juifs et le reste des Marocains des Moros de Pache, les Marocains de paix, et comme on dit en français, les collabos, facilement, tout court, pour être clair et direct. Vous allez voir tout de suite le marabout hébraïque, donc juif marocain, ce qui s'appelle Seder Bebraham Moïnis. Donc vous avez 2 marabouts, un musulman, l'autre juif, tous 2 marocains, et c'est parce que
il y avait cette cohabitation qu'on ne dit pas pour, c'est juste pour un jeu de mots, mais c'est une réalité. Et ici à Azmour, comme à El Jadida, il n'y avait pas un mellah exclusivement réservé aux juifs, c'est pas comme un Knas, à Tazaraba. Vous avez dans la Médina un coin réservé aux juifs marocains. Ici à Azmour, comme à El Jadida, les gens vivaient à droite et à gauche, comme nous, mélangés. Et donc là, preuve, donc vous avez un marabout islamique avec un marabout d'un musulman, l'autre d'un juif marocain, Brahim. Azmour, donc c'est une ville de peinture, c'est une ville d'art, de chansons et donc du melhoun et de Reta aussi. Et c'est une ville de poterie, quand même. C'est du Wahdud était un potier et qui vivait déjà au XIe siècle. Alors, vous êtes devant un dragon stylisé sur ce parterre-là. Le dragon, c'est la seule broderie qui existe au Maroc. Je dirais peut-être dans le monde. Ça ne se fait que à Azmour ici. Donc, ce sont des femmes qui tiennent ce métier ancestral. Et alors, son histoire elle est un peu bizarre. Le dragon, il est asiatique, il est chinois, il est japonais, il n'est pas marocain, il n'est pas maghrébin, il n'est pas ivoirien. Alors, ce dragon-là, on raconte, la mythologie, la mémoire collective raconte qu'il y avait un Portugais qui était perdu quelque part ici sur le fleuve Omanbé. Donc, il a rencontré un pêcheur marocain qu'il avait ramené, donc il lui a donné à manger, etc. Il était peut-être un peu loin de Mioula, je ne sais pas où, quelques kilomètres loin de la ville. Il était égaré, donc il lui a donné à manger, etc. Et donc le Portugais avait un étendard, un petit morceau de tissu qu'il avait donné en souvenir à ce Marocain, en reconnaissance à ce qu'il avait fait. Alors le Marocain, il vient, il le jette à la maison. Il est resté un certain temps, alors un jour, son épouse, il voit le schéma, il a aimé. Donc elle était brodeuse. Donc il a essayé de copier avec l'image, la photo sur le tissu. Et donc ça a donné le dragon. On l'a montré sur Arte et la chaîne franco-allemande quand elle est venue. J'ai tenu à... Donc on a fait que ça avec les femmes. Et donc là c'est des femmes, c'est une broderie extraordinaire.